Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, mais malheureusement, on a un angle d'approche de cette situation. Je parle de la séparation des couples, et les situations soit des femmes, soit des hommes, enfin qui est toujours un peu compliquée. Mais on va voir que, en fait, souvent les hommes sont, paradoxalement, même si on a vécu dans un monde patriarcal longtemps, mais depuis une cinquantaine d'années, des personnes, dont Lise Bilodeau, donc elle est directrice d'une association, on va voir en quoi, eh bien, on a eu besoin de créer cette association pour aider les femmes, mais aussi les hommes, et en particulier les hommes. On va voir pourquoi. Alors, nous avons l'honneur de recevoir Lise Bilodeau. Bonjour Lise Bilodeau. Bonjour. Vous êtes assez connue dans les médias, parce que ça fait quand même longtemps, quelques années que vous passez régulièrement, mais vous êtes la directrice générale, mais aussi, on va dire, la fondatrice de Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec, qui compte quand même plus de 1600 membres, qui a été fondée en 1999. Alors, avant de parler de vous et de vous présenter un peu plus dans le détail, mais pouvez-vous nous parler pourquoi vous avez senti le besoin, en 1999, de créer cette association? Alors, vous expliquez dans vos documents qu'à l'origine, l'association était davantage préoccupée par la discrimination et les conditions de vie médiocres vécues par les amoureux des nouvelles conjointes, qui devaient payer une pension alimentaire, etc. Mais ce rôle-là, semble-t-il, a évolué. A évolué parce que au tout début, c'est un fait. On s'occupait énormément des pensions alimentaires à vie c'est les ex-époux à l'époque, là. En 1999, c'est les ex-époux qui payaient des pensions alimentaires à vie. Alors, on a commencé avec ce cheval de bataille et chemin faisant, on s'est davantage intéressé à tout ce qui se passait dans la rupture. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de conjoints de fait, pas tellement de mariage. Alors, dans la rupture, évidemment, la nouvelle conjointe, ce qui nous avait heurté à ce moment-là, c'est que trop souvent, les juges avaient tendance à prendre dans les jugements les salaires de la nouvelle conjointe pour aider monsieur à payer naturellement la pension à madame. Alors, ça a été nos premières objections, si tu veux. Et chemin faisant, comme je te dis, on a ouvert davantage et on s'est rendu compte que les nouveaux conjoints, ils ne l'avaient pas facile et que c'était extrêmement difficile puisque mais personne ne s'occupe vraiment d'un nouveau conjoint ou de ce qui va lui arriver après une rupture. Donc, c'est là qu'on s'est élargi davantage. Alors, et comment expliquez-vous cette évolution de l'association, puisque aujourd'hui, l'Association des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec s'est donnée pour mission de défendre les droits des nouvelles conjointes, des nouveaux conjoints. Donc, vous vous adressez autant aux femmes qu'aux hommes, donc si je comprends bien. Oui, effectivement, mais j'aurais plus tendance à dire aux hommes, parce que de plus en plus, en 2023, les clients, mes clientèles, ce sont les hommes qui, accompagnés de leurs conjointes, viennent me rencontrer. Alors, depuis une dizaine d'années, la difficulté est énorme lors d'une rupture pour les hommes. On ne peut pas se le cacher, sauf qu'on n'en parle jamais, c'est pas public. Alors, notre clientèle aujourd'hui est parce que vous savez qu'on a eu une subvention. Alors, notre clientèle aujourd'hui, c'est davantage sur le fait de défendre des droits au niveau des conjoints de ces dames-là. Hmm, d'accord. Alors, je vois que les valeurs sont fraternité, justice, harmonie et équité. Ce sont les valeurs qui vous tiennent à cœur, hein. Absolument. Je pense que si avec un peu de fraternité, premièrement, on n'aurait pas envie de digérer, passez-moi l'expression, son ex, avec un peu tout simplement comment dirais-je, de fraternité, de charité aussi, on pourrait limiter les dégâts dans une rupture, parce que je suis obligée de vous dire, Monsieur Leray, depuis 24 ans, c'est atroce. Je regrette, là. J'ai pas avancé dans le sens positif au niveau des ruptures. J'ai fait l'inverse, j'ai reculé, parce que les ruptures sont de plus en plus acrimonieuses, sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus hideuses, parce qu'on fait tout pour mettre le papa dehors. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas dire que mon système a avancé à ce niveau-là. Et tenez-vous bien, au sujet des hommes. Eh oui, on va en parler, on va dans le détail là, mais donc on va revenir sur les personnalités qui vous encadrent. Enfin, d'abord vous-même. Alors vous êtes retraitée, greffière et secrétaire juridique, conférencière, co-animatrice à la radio. On vous a effectivement entendu pas mal dans différentes émissions, mais vous êtes aussi co-écrivaine et bien sûr vous êtes mère vous-même et grand-mère. Alors, Absolument. ce que vous semblez indiquer dans votre portrait, c'est que le service aux autres vous a toujours interpellé. Et vous avez même, disons, vous êtes investi parfois en politique aussi. Ah ben ça m'a tenté, je vous le cache pas. Puis finalement, je suis toujours revenue à case départ. J'ai jamais voulu laisser l'association, bien que dans le temps du Parti conservateur, on m'avait
tout simplement offerte de devenir députée. Puis, je ne pouvais pas me décider, M. Leray, de laisser tomber l'ANCQ. Il y avait trop à faire dedans. Ben, heureusement que vous êtes là d'abord, hein, oui, c'est sûr. Alors, vous êtes une excellente communicatrice et vous êtes sollicité donc par les médias, parce que, comme vous êtes à l'origine, mais il y a quand même un président, Louis-Gabriel Thibault, qui vous accompagne, qui est ingénieur, je crois. Oui. Et vous avez un CA, donc Pierre Banque, qui est vice-président, André Marquis, trésorier, Denis Duchesneau, administrateur, Lisette Couture, administratrice, et Michel Lebel, Louise Boudreau. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement comment vous les avez recrutés, comment ça se passe, quoi? Parce qu'éventuellement, peut-être des personnes qui vont vous entendre voudront peut-être s'investir aussi. Ben, écoutez, notre président, sans dévoiler les grands secrets, c'est une personne que j'ai connue dans un drame familial assez exceptionnel. Et petit à petit, on a fait les pas ensemble. Lui, comme on dit, s'est sorti de cette situation-là. C'est un bonhomme très, très, très impliqué et il croit vraiment que la NCQ a fait beaucoup pour lui. Mon vice-président, bien, ça va faire tomber tout le monde par terre. Mon vice-président, c'est mon ex-mari. Après 30 ans de rupture, moi, j'avais besoin d'une personne bilingue. Et comme moi, je n'ai aucune animosité et aucune haine, alors je lui ai offert le poste parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui pouvait parler anglais. Et puis, bon, voilà, on l'a maintenant. Il peut faire le tour du monde parce qu'il est bilingue. Alors, ça, c'est mon vice-président. Mon trésorier, ça fait des années qu'on se connaît. Ça a été le premier à me faire un site web. Et dans ce temps-là, je n'avais pas un sou. Il m'a hébergé gratuitement. Alors, c'est des gens qui y croyaient vraiment, là. Et les autres, les administrateurs, ben, si je prends M. Lebel, c'est un ancien policier de Montréal qui a travaillé beaucoup. Vous, peut-être que vous avez connu ça, la maison Père-Enfant. M. Lebel s'est investi beaucoup avec la maison Père-Enfant à Montréal, qui n'existe plus. Et les autres ont suivi par le fait même, là. Naturellement, comme je vous dis, les deux dames, c'est parce que, une entre autres, son fils a été vraiment, passez-moi l'expression, massacré par la loi dans une rupture atroce. Alors, elle est venue vers moi, puis finalement, elle est rentrée dans notre CA. Alors, c'est un peu comme ça finalement, c'est les gens qui y croient vraiment, qui s'investissent au niveau du CA. Ils l'ont vécu eux-mêmes, c'est pour ça que Oui, voilà. oui, Alors, voilà. vous avez des membres honoraires, c'est-à-dire des gens qui ont participé à la création avec vous ou qui vous ont accompagné pendant plusieurs années. Pierre Grimbert, cofondateur de 99 à 2009. Absolument. Alain Roy, Roger Boucher et Maurice Lessard, qui seront mis de l'avant, ces quatre personnalités. Vous pouvez nous raconter quelques mots? Monsieur Grimbert, ben écoutez, avec Pierre, j'ai parti l'association parce qu'entre lui et moi, c'est une histoire d'amour et j'ai compris ce que c'était que de devenir une conjointe d'un gars divorcé. Alors, il y a eu toutes les misères du monde. Il y a eu énormément, quand je dis des misères, c'est des difficultés atroces. Nous, on avait l'huissier dans la porte à toutes les quinzaines. Ça vous donne une idée. Et naturellement, il est co-auteur du livre De l'amour à la haine avec moi. M'a suivi pendant un bout de temps, puis à un moment donné, bon, je pense que avec les enfants, ça a été extrêmement difficile. Finalement, on s'est laissé. Encore une fois, sans haine. Monsieur Lessard, lui, ça a été vraiment le coffre-fort de l'ANCQ. C'est un homme d'affaires qui m'a guidé énormément en me disant de toujours prendre l'ANCQ comme une business et non pas comme un OSBL, comme quelque chose qui fait partie de. Lise fait comme si c'était tout simplement une grosse affaire. Puis c'est ce que j'ai fait, puis j'ai réussi. Et naturellement, vous avez M. Perras, qui a été mon trésorier pendant des années, qui lui aussi a été la banque, c'est le cas de le dire, de la NCQ, mais j'avais besoin de ces gens-là. Et Alain Roy, après le départ de M. Grimbert, a été mon vice-président qui m'a voyagé à Ottawa. Dans ce temps-là, on a travaillé sur des billes privées, m'a voyagé à Ottawa autant comme autant. Alors, j'ai connu des gens qui se sont investis à plus qu'à 100% pour la NCQ. C'est important parce que on oublie souvent les hommes ou les femmes qui font vivre ces associations. On vous rend hommage d'une certaine façon parce que vous êtes la fondatrice, mais c'est bien de parler aussi de ceux qui vous ont accompagné, qui sont encore là d'ailleurs. Alors, on va parler des objectifs de l'association. Oui, et ensuite, en fonction de thèmes, on va parler de situations pour que ce soit bien concret pour les personnes qui nous entendent ou qui nous voient. Alors, défendre les droits des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints. Alors, quels sont les droits qui sont mis en péril dans ces cas-là quand il y a une séparation, par exemple?
Quand il y a une séparation, là où le nouveau conjoint est plus atteint, c'est vis-à-vis ses enfants. Les gardes deviennent difficiles. Oui, il y a les gardes partagées à Québec, M. Leray, ou à travers la province, mais c'est pas si évident que ça. Alors, si on veut atteindre monsieur, on fait de fausses accusations. Monsieur est embarqué et du moment qu'il y a un problème au criminel, ça vient jouer en faveur de la dame. Parce que ça lui donne l'occasion, tout simplement, de dire au juge, ben, il était au criminel. Et durant ce temps-là, les procédures se poursuivent avec monsieur qui est coincé au criminel et qui ne peut pas avancer. Alors ça, c'est le gros, 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 je vous dirais, c'est la grosse plaie d'Égypte. C'est les fausses accusations pour obtenir rapidement une garde sans avoir le père dans les jambes, passez-moi l'expression. Alors ça, je vous dirais que c'est la plus grosse bibite que les hommes rencontrent. La deuxième, ben, qu'est-ce qui arrive quand on est pris au criminel avec de fausses accusations? Ben, un avocat au criminel, là, c'est 300, 400, 500 dollars de l'heure. Alors, on paie l'avocat au criminel. Comment on fait pour aller payer un civiliste maintenant? On n'a pas d'argent. Alors, les pères deviennent complètement démunis, puis complètement, tout simplement, euh, les coffres en banque vides. On paie les avocats, puis il n'y a plus rien pour manger, il n'y a plus rien pour rester à quelque part. Alors, c'est là que ça devient critique, parce que le monsieur nécessairement perd tout. Il ne faut jamais oublier ça, c'est que dans une rupture, trop souvent, l'homme perd tout, et avant qu'il se refasse. Oui, Pourquoi allez-y. est-ce que les femmes vivent la même chose et pourquoi ce sont plutôt les hommes qui... Est-ce que c'est parce qu'il y a des lois qui ont été votées il y a 30, 40 ou 50 ans qui étaient plus pour protéger les femmes? Comment expliquer Bon, cette écoutez, situation? monsieur, je pense qu'à un moment donné, il va falloir laisser aller, comme disait mon père à l'époque, il va falloir arrêter de penser que les papas de l'époque étaient tous des mauvais truands, ce qui n'est pas le cas. Et ça a donné ça une force au mouvement féministe à Québec et des lois, on en fait là pour les femmes, pour les protéger, que je trouve assez souvent, les femmes, malheureusement et tristement, certaines sont victimaires et naturellement, certaines aussi font énormément de fausses accusations, certaines aussi se vantent de mettre le monsieur dehors. Alors, je voudrais dire que c'est les hommes qui font ça, monsieur Léré. Je voudrais dire qu'il y a des hommes qui portent de fausses accusations contre les femmes. Je voudrais dire que c'est les hommes qui pillent leurs femmes. Je suis pas capable de dire ça. C'est pas vrai. C'est pas ça qui se passe. C'est pas les gens que je rencontre. Chaque homme que j'ai rencontré depuis un mois, ils sont dans la rue. Mais ils sont dans la rue parce que madame a tout le pouvoir. Et la justice est faite ainsi. Madame réclame la garde des enfants, fait une fausse accusation contre monsieur. Monsieur se dépète là-dedans tant bien que mal. Et durant ce temps-là, madame multiplie les procédures. Monsieur est empêtré jusqu'aux oreilles. Et il perd. Il perd quoi? Ben, assez souvent, il va garder sa job, mais il va aller vivre où? Quand il y a 4 enfants, quand il y a 3 enfants, qu'il faut prendre un 3,5, un 4,5, il n'y a même plus les moyens de payer ça. C'est ça le problème. Oui, je comprends. Merci pour cet éclairage. Alors, vous avez donc d'autres objectifs, comme instaurer une procédure simple de révision de la pension alimentaire suite à une perte d'emploi, un accident ou une maladie. Vous appelez ça le SARPA. Est-ce que ça veut dire qu'on ne tient pas assez compte aussi de la situation professionnelle là du père, mais enfin, c'est pas pris en compte dans les décisions? Je suis déçue du SARPA parce que j'ai eu un cas ce printemps. Rapidement, je vous dis ça en 3 mots. C'est quand même un urgentologue qui, pendant la pandémie, M. Lery, a fait énormément de temps supplémentaire, qui ne voulait pas faire. Épuisé, fatigué, mais le couteau, comme on dit sur la jugulaire, tu restes à l'hôpital et tu fais le temps supplémentaire. Alors, quand est arrivé justement le rapport d'impôt du printemps, Madame a réclamé de monsieur la moitié de ce temps supplémentaire. Vous imaginez ce qui s'est passé là. Là, le monsieur est monté au plafond avec raison. Là. Moi, ce temps supplémentaire-là, je n'ai pas voulu le faire. Deuxièmement, pourquoi tu y aurais droit? Parce que c'était pendant la pandémie. Mais tenez-vous bien, il s'est présenté au SARPA, elle aussi, et le SARPA a produit des documents à l'effet que mon client se devait de prouver tout le temps supplémentaire qu'il avait fait parce que pour le SARPA, madame avait droit à la moitié de ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a contesté.
Alors, il a contesté lui-même, il a monté son document lui-même, et là, je sais qu'il est en attente de tout simplement de débattre du sujet. Alors, c'est ça, SARPA. Alors, si SARPA aide les hommes, j'ai des problèmes. Vous allez peut-être me dire, Madame Bilodeau, c'est juste un cas. Malheureusement, non. J'ai eu un autre cas aussi, justement dans votre région à Montréal, où la dame ne voulait plus de sa fille, a retourné la fille au papa. Ça faisait 4 ans que le papa gardait l'enfant, tout en payant la pension alimentaire à madame. Alors, il a demandé au SARPA de mettre un frein. Ils n'ont jamais voulu. La réponse, c'est qu'on ne s'occupe pas des enfants. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On retourne trouver un avocat. Moi, SARPA, j'en suis amèrement déçu. Alors que le monsieur avait la garde de l'enfant, il devait en plus payer une... Ouais, Une bon. pension à madame. Alors, non, ils n'ont pas voulu fermer le dossier. Puis ils ne demandaient rien, là. Ils n'exigeaient rien, madame non plus. Je veux fermer le dossier. Ça fait 4 ans que je paye pour rien. Non, ils n'ont pas voulu s'en mêler. Alors, Alors, SARPA aide pas tant que ça. il y a des problèmes aussi avec la retraite. Vous avez le droit à une retraite sans obligation alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent à la retraite qui n'ont plus les mêmes moyens, c'est ça? Ben, les personnes qui arrivent à leur retraite, entre autres les époux, les ex-époux qui arrivent à leur retraite, continuent de payer la pension alimentaire à madame. Et j'ai les cas, 70 ans, 75 ans. J'en ai un à 78 ans qui est décédé, qui payait encore une pension alimentaire à madame. Le monsieur voulait plus retourner prendre un avocat pour plaider ça. Ça lui coûtait les yeux de la tête. Madame évoquait toujours qu'elle était tout simplement handicapée. Nous, on est contre ça. On veut absolument qu'à la retraite, l'ex-époux en question, ça cesse. Il a déjà partagé tout simplement le patrimoine. Il a déjà payé une pension alimentaire pendant des années. Alors, selon l'arrêt, et c'est pas moi qui le dis, M. Leray, vous pourrez vérifier Boston versus Boston. Pour l'arrêt de la Cour suprême, payer une pension alimentaire après 65 ans, ça équivaut à la double indemnité. Mais tenez-vous bien, il n'y a personne qui a mis ça en pratique. Personne. Je suis encore à faire des mémoires et à demander à monsieur le ministère de la Justice et celui d'Ottawa de jeter un coup d'œil là-dessus. Vous dites qu'il faut valoriser l'autonomie après une rupture. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'autonomie des femmes, M. Leray. Écoutez, j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, comme dirait Charles Aznavour, et je travaille encore. Alors, pourquoi à 50 ans que soudainement je ne peux plus rien faire? Les femmes évoquent assez souvent absolument toutes sortes de troubles et tout simplement, on lâche le marché du travail. Mais pourquoi on lâche le marché du travail, M. Leray? C'est quand on a 3 enfants, vous regarderez ce que le gouvernement fédéral donne, tout simplement, pas en pension, mais j'oublie le nom, en subvention pour les enfants à tous les mois. Vous n'avez pas envie d'aller travailler quand ils rentrent une généreuse pension alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On invoque n'importe quoi. On sort du marché du travail et on se fait vivre. Alors, moi, je veux l'autonomie des femmes. OK. Alors, vous dites qu'il faut porter soutien et recommandations pour rencontrer les défis lors d'une rupture. Ça, on le comprend et vous accompagnez ça depuis plus de 30 ans. Mais vous dites qu'il faut lutter contre l'aliénation parentale. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'aliénation parentale, ça s'appelle le syndrome de l'aliénation parentale, qui tout doucement a fini par être accepté par les juristes à Québec. Avant, je faisais beaucoup d'émissions pardonnez-moi, de radio, puis on se demandait d'où Mme Bilodeau arrivait avec ses skis. Aujourd'hui, de plus en plus, ben, ça fait le monde. La Belgique en parle énormément, la France aussi. On est prêt à accepter que ça existe. Mais accepter est une chose, mais le plaider en est une autre. Alors, les avocats sont pas forts pour plaider l'aliénation parentale. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on décide de massacrer les enfants, de les mettre en sandwich et de traiter, j'ai tout eu ça cette semaine, et de traiter le père, j'ai lu des textos horribles, de traiter le père de toutes sortes de mots infâmes qui fait que l'enfant se détache de son père et va aller vers la mère. Et c'est là que commence le trouble. Alors, justement, j'en profite, je rebondis parce que vous avez été, comme experte, disons, mandatée ou en tout cas accompagné le barreau du Québec pour essayer de faire évoluer aussi les vocabulaires, Oui, puisque vous venez de le dire, ça a un impact sur le droit social. Alors, vous expliquez que l'aliénation parentale se caractérise par l'influence consciente ou inconsciente d'un parent qui amène un enfant à dénigrer et rejeter son autre parent sans fondement valable, ayant comme conséquence ultime la perte du lien avec son parent et le réseau de celui-ci. Alors, comment ça se passe justement avec le barreau du Québec? Est-ce qu'ils sont aussi ouverts à cette évolution du vocabulaire?
Le barreau du Québec, il y a quelques années, avec la ministre de la Justice, Madame Lavallée, si je me souviens bien, avait fait comme une expérience avec le modèle, tout simplement. Vous savez qu'il y a un modèle là, en Allemagne, j'oublie le petit juge, ça va me revenir. Alors lui, écoutez, il a fait des conférences partout. Je pense que maintenant, il y a un pied-à-terre à Vancouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette façon de faire? C'est on règle tout plutôt d'aller s'engueuler devant les juges. Les juges lâchent leur toge, s'installent avec les parents et les obligent au bout de 12 mois à s'entendre. On devient, comme disait Madame Lavallée, de vrais parents. Alors, le petit projet a quand même duré à Québec 1 an. Et quand j'étais à la finale, Madame Lavallée disait que c'était 80 familles qu'elle avait réussi, tant bien que mal, à se faire entendre, c'est-à-dire à s'entendre ensemble. Et je lui ai demandé pourquoi il n'y en a pas eu 800. Et elle m'a répondu parce qu'on n'a pas d'argent. Et naturellement, le projet est tombé à l'eau. Je ne pense pas vraiment qu'à Québec, on a encore une tendance, Monsieur Leray, à essayer de travailler une rupture dans la convivience. Je pense pas. Ok. Mais enfin, ça paraît important parce que même l'Office québécois de la langue française, ils ont utilisé une expression démo appelée à la barre, travaille aussi de concert avec vous. Et, enfin, en tout cas, c'était l'ambition. Oui. Donc, vous nous apprenez que ça n'a pas eu de suite, en fait. Ça n'a pas eu de suite. Le bébé est mort, comme on dit, dans l'œuf, c'est le cas de le dire. Mais tristement, je suis toujours en contact avec les gens à l'étranger, la Belgique entre autres. Je sais qu'en Belgique, ça marche bien. En France, ça marche bien aussi. Mais au Québec, oubliez ça. Le barreau me fait, comment dirais-je, c'est le cas de le dire, mais les barrières, n'est pas intéressé à travailler ce genre de droit. Évidemment, M. Leray, ce genre de droit qui fait qu'on finit par s'entendre, c'est moins payant qu'un droit où on se bat pendant 40 ans, là. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Peut-être mettre une limite comme le droit criminel qui permet à pas mal de criminels au Québec de passer à travers la justice parce qu'au bout d'1 ou 2 ans, 3 ans, ils sont plus justiciables. Absolument, c'est incroyable. Et par Ouais, contre, au civil, non, non, on continue de se bagarrer malheureusement. alors, il y a 2, 3 autres objectifs. Permettre une meilleure compréhension du vocabulaire nouveau sur le sujet de la gare, c'est important de le rappeler parce que c'est un langage qu'on doit apprendre. C'est-à-dire les parents en situation de refus découvrent aussi un monde qu'ils ne connaissent pas, le monde de la justice. Offrir une meilleure connaissance sur la loi du divorce. Et fournir une aide, écoute, alors là, je voulais insister là-dessus parce que j'ai travaillé avec les personnes suicidaires et j'étais à Sorel-Tracy, la traversée, et puis le téléphone était mon outil principal. C'est nous arrivait de recevoir des femmes ou des hommes pour les aider. On avait donc des logements, etc. Mais le téléphone, c'est extrêmement fondamental. J'ai pu sauver peut-être 1 ou 2 vies mais il fallait que je reste 1 heure et demie, 2 heures. Comment vous faites pour vous organiser, pour avoir des bénévoles ou des personnes qui passent du temps comme ça au téléphone? Parce que dans votre disons, document qui fait, disons, qui relaie l'information de votre dernière assemblée générale. Vous avez même un tableau, vous expliquez les heures que vous passez. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Comment vous organisez? Parce que c'est extrêmement important. Après, éventuellement, peut-être il y a une présence nécessaire, il y a d'autres contacts avec des expertises extérieures, mais ce moment de fragilité que j'ai connu, moi, pour les personnes suicidaires, ça me paraît fondamental. Et comment vous gérez ça? Ben, écoutez, M. Leray, je devrais avoir une personne comme vous à mes côtés. À Québec, ce qui m'a aidé beaucoup, à l'époque, j'avais pris des cours de formation pour travailler à TELAIDE, c'est pas un secret, et j'en ai même formé des écoutants sur la théorie de Carl Rogers. Comment je m'organise à Québec? À Québec, j'ai une secrétaire plein temps. Moi, le matin, oubliez-moi, 8h30, midi et demi, il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Mais cependant, elle ramasse tous mes messages. C'est toujours moi qui, pour le moment, s'occupe de ramasser ces téléphones-là. Pourquoi, M. Leray? Premièrement, il y a beaucoup de questions dans ces téléphones-là de documents légaux. Alors, comme j'étais greffière et j'ai passé ma vie avec les avocats, quand une personne me parle d'une requête, quand la personne me parle tout simplement de telle chose, je sais qu'il faut agir, je sais qu'il y a des délais, je sais qu'il faut respecter les délais. Donc, à ce moment-là, je suis réseautée. J'ai 3 avocats qui travaillent avec mes clientèles. Puis, à l'époque, jusqu'au mois de décembre, j'ai un médecin aussi. Alors, à ce moment-là, ça vient aider énormément. Quand moi, je le téléphone de la personne en difficulté, assez souvent maintenant, comme j'ai un bureau, je la rencontre au local.
Je lui donne entre 1 heure et 3 heures. Je le cadre, je cible ses besoins et ensuite je réfère. Je réfère soit à ma criminaliste, soit à tout simplement mon civiliste ou mon médecin. Donc déjà là, la personne part avec un bon triangle. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui va le recevoir, qu'il n'y aura pas de jugement et qu'il est capable de faire un bout de chemin là. Alors c'est pour ça que je vous dis, je voudrais bien trouver quelqu'un je ne veux pas me mettre sur une stèle, c'est pas mon style du tout, mais je voudrais arriver à avoir quelqu'un qui a de l'intérêt comme vous, Monsieur Leray, je ne serais pas inquiète à laisser ma ligne téléphonique à ce moment-là, mais ce n'est pas facile à trouver. C'est que les gens trouvent ça laborieux, trouvent ça lourd, ne savent plus quoi dire, mais il faut avoir été formé. Vous savez que la théorie de Carl Rogers, ce que je fais, je cadre, mais je ne suis pas en train de lui dire, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. La personne a un libre arbitre, mais en même temps, il faut le sécuriser. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faudrait que je fasse des cours de formation, puis je n'ai pas le temps. Non. Bah, en tout cas, vous offrez des cours de formation, c'est ça qui est important aussi. Oui, Donc vous organisez des sessions, des activités de formation, d'information, de sensibilisation. C'est beaucoup ça qui est important pour agir. Il faut connaître quoi. Et absolument. alors la deuxième étape, c'est justement la manifestation de la défense collective des droits d'éducation populaire autonome. Alors vous organisez des sessions, des activités de formation. Le grand public sur les problématiques vécues par certains pères lors de séparation via quelques entrevues à la radio. Alors ça, comment expliquez-vous? Alors vous donnez des dates, hein, vous avez Carl Boissonneau, comment aider les gens lors d'une rupture. Donc pour être clair, peut-être que je n'ai pas été clair, hein, c'est-à-dire vous donnez des formations à travers des émissions de radio, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est Carl Boissonneau qui parle donc des informations sur les demandes estivales, ça c'est le 9 septembre. 1er décembre, annonce de la Guignolée pour la NCQ. Retour sur la Guignolée, information sur les pensions alimentaires. Donc bref, parfois, il y a des émissions de radio, vous utilisez donc les médias pour être un outil de formation, quoi, quelque part. Absolument, c'est que l'avantage que j'ai à Québec, il y a un poste de radio là qui m'a adopté et justement, M. Carbonneau, c'est un bonhomme extraordinaire. On l'appelle Carbo ici à Québec. Alors, assez souvent, lors de ces entrevues-là, je peux glisser des exemples, je peux dire sur quoi la NCQ travaille, parce qu'écoutez, ces gens-là récoltent des sous pour nous. Alors, il faut que je leur dise ce que je fais aussi avec ces sous-là. Alors, c'est pour ça que avec l'aide du poste de radio qui est Choix Radio X, quoi qu'on en dise et qu'on en pense, pour moi, il est extraordinaire parce que à l'époque, avec Radio X, pendant 1 heure de temps, j'invitais des gens de partout dans la province. Le papa venait me rencontrer à Québec et il racontait son histoire au micro. Alors, c'était une très belle psychologie, je trouve. C'était en même temps une délivrance, justement, pour ces pères-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, oui, le poste de radio a été vraiment plus qu'un plus pour la NCQ, surtout de la façon dont je fonctionne. Oui, alors, mais vous rencontrez, vous êtes aussi une personne, enfin, votre équipe et vous, une personne de relation, parce que vous avez aussi rencontré Mario Asselin, par exemple, député des Rivières. Vous avez participé ou organisé des colloques, des comités de travail, des cafés-rencontres, tables rondes, forums, assemblées. Donc, bref, vous multipliez les occasions de rencontres avec les personnes. Est-ce que l'État comment dirais-je? Est-ce que l'association ne vient pas, disons, prendre un rôle que l'État pourrait aussi faire? C'est-à-dire, vous n'êtes pas peut-être aider l'État d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la DPJ, par exemple, qui intervient de façon catastrophique la plupart du temps, mais bon, il y a quand même des gens de bonne volonté, il faut quand même reconnaître. Est-ce que là, vous n'avez pas un rôle qui pourrait être, disons, où l'État pourrait mieux vous épauler en vous donnant plus de subventions avec des employés, des personnes, comme vous parliez de la permanence téléphonique. Est-ce que là, parce que vous êtes quand même ouvert aux rencontres, vous avez un rôle social, public? Absolument. C'est qu'au niveau de la politique, j'ai pas toujours eu, comment dirais-je, le regard de M. Asselin à mon endroit. M. Asselin n'a pas toujours été là. Alors, amener un député à comprendre comment je travaille, pourquoi je travaille et pourquoi je travaille pour les hommes, hein, parce que ça les assomme. Monsieur Leray, ça les assomme bien raide, passez-moi l'expression, que je m'occupe du sort des hommes après une rupture. J'ai pas toujours eu le bonheur de connaître un Monsieur Asselin. M. Asselin, quand il m'a connu, n'en revenait pas du travail qu'on faisait, ne pensait pas que ça faisait 24 ans qu'on existait. Alors, c'est pour ça que je vous dis, si j'avais le regard de tous les députés de l'Assemblée nationale à Québec, un regard positif à l'endroit, pas de Lise Bilodeau, à l'endroit de ce que les hommes vivent après une rupture,
je vous jure qu'on changerait des choses dans la vie. Et j'irais même plus loin. On pourrait même travailler en amont sur les malheureux crimes qui existent actuellement. Mais ça, non. Non, c'est qu'on ne peut pas aider les hommes, Monsieur Leray. La politique actuelle fait en sorte que le regard se tourne vers, c'est les femmes qui sont victimes, c'est les femmes qui ont besoin, c'est les femmes qui vivent avec des morons. Les hommes, ben non, les hommes ont besoin de rien. Et c'est juste avec un monsieur comme un monsieur Asselin que j'ai réussi à faire des pas, monter des marches et lui montrer que dans la société, les hommes, là, ils prennent leur trou, point un trait à la ligne. C'est aussi simple que ça. Mais mon Dieu, j'ai pas tout le monde qui pense à ça. Oui, est-ce que éventuellement envoyer un courrier ou un document à chaque député, ce serait pas C'est fait. On a ok. envoyé le mémoire que vous avez entre les mains parce que j'ai quand même une compagnie qui travaille pour moi et elle travaille très bien. Et l'avocat m'a suggéré de faire parvenir à tout le monde, bien sûr, ce document-là, même à Ottawa. Puis j'ai même pas eu d'accusé-réception, Monsieur Leray. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Ils s'en foutent. La situation des hommes, c'est pas un problème. Le problème et le regard n'est pas sur les hommes ou les papas. J'aime autant dire papa, ça passe mieux. On va plutôt regarder ce qui arrive aux pauvres femmes. Mais les hommes, c'est l'autre moitié de la pomme qui n'existe pas au Québec. C'est-à-dire que les victimes sont d'abord les femmes et que les hommes non, en fait. Absolument, vous avez raison. Les victimes, elles Faut sont analyser. victimaires au départ, comme disait Oui, une oui, non certaine mais dame qu'on a connue. Les femmes, malheureusement, je ne suis pas du genre, mais les femmes jouent facilement, parce que j'en sais quelque chose avec les gens que je rencontre, ce sont des victimes au départ. Alors, disons, toutes les subventions que le bon Dieu peut leur envoyer, le gouvernement est très généreux au niveau des problèmes féminins. Mais est-ce qu'il est aussi généreux pour les problèmes masculins? Je regrette. Même pas la moitié de ces sommes-là est donnée aux hommes. alors on voit que dans les conférences justement on aborde des sujets comme la violence faite aux hommes. Ça Oui, c'est assez rare d'en parler. D'ailleurs on n'en parle jamais. ben, Mais il oui. existe des femmes violentes, il faut le dire, et donc c'est sûrement une minorité. Mais on sait par exemple qu'une femme au volant, ça conduit beaucoup mieux qu'un homme. Ça, c'est des préjugés qu'on a gardés depuis longtemps. Et on le voit bien dans les assurances, parce que quand on propose une assurance à une femme, c'est moins cher que pour un Par homme. un homme. Mais dans le cadre de la violence, il existe une violence autant, on va dire, comme il y avait le nom d'un film, une femme, c'est un homme comme les autres, quoi, on va dire. Oh, que j'aime ça. Oui, effectivement. Et ça, on l'ignore au Québec, puis on veut tout simplement passer naturellement les roses là-dessus. C'est pas vrai. Je veux dire, moi, j'ai été chanceuse parce que là, je vais le perdre en décembre. J'ai travaillé 4 ans avec le docteur Pinchot. Je donne son nom. Et le docteur Pinchot a commencé à donner des conférences un peu partout sur la violence faite aux hommes. Je ne vous dirai pas par où il est passé, Monsieur Leray. Les premières conférences à Montréal, il a été hué. Il a été obligé d'aviser tout simplement l'agent de sécurité que si ça ne se calmait pas, il s'en allait. Tout simplement, exhaustivement, il a présenté des tableaux montrant la violence que les hommes subissent. Alors, ça n'a pas passé. Après ça, quand je l'ai connu, moi, la première chose qu'il m'a dit, si vous avez des féministes dans la salle, Madame Bilodeau, je n'y vais pas. Alors non, il n'y a pas de féministes dans ma salle. Donc, quand j'ai commencé à faire avant la pandémie, je faisais des conférences, moi aussi, sur les pensions alimentaires. Et il me suivait. Et il faisait ses conférences, lui, sur la violence faite aux hommes. Et laissez-moi, tiens, 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 on a réussi à percer à Québec. On sait que, oui, la NCQ, bien que ça dérange bien du monde, a un médecin qui parle de la violence faite aux hommes. Mais elle existe vraiment. Et oui, il a vraiment, c'est pas pour, comment dirais-je, discréditer les femmes, c'est qu'il y a des femmes méchantes, il y a des femmes pas gentilles, il y a des femmes capables de battre, d'agresser, tout simplement de prendre un couteau et de piquer quelqu'un. Mais si le pauvre homme a été piqué par une femme, la police va ramasser le gars. Alors, c'est tout ce que ces hommes-là vivent au Québec. C'est ce que nous, on dénonce quand on fait nos conférences sur la violence faite aux hommes. Alors, parce que le docteur Pinchot va loin, hein? Il parle même de la violence sexuelle. Obligé de faire l'amour. Vous allez dire, Madame Bilodeau, vous allez me chercher quoi? Non, le médecin vient nous en parler et je le crois. Alors, mais ça, au Québec, non, c'est pas possible. La femme ne peut pas être violente au Québec, elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas faire des fausses accusations, ce sont des saintes. Mais moi, petit à petit, j'essaie tout simplement de lever le voile là-dessus et grâce au docteur Pinchot, j'ai fait des pas de géant.
Alors, sur les différents thèmes, on a par exemple, on va en parler en conclusion, mais la 6e édition, enfin vous avez participé donc aux 6 éditions de la Journée internationale de l'homme, dans les thèmes les liens familiaux par exemple, ou les relations de famille. Cette journée a célébré l'importance de se témoigner de l'amour et de la reconnaissance, c'est un peu con de le dire, mais on manque, alors peut-être parce qu'on est environné de médias sociaux, mais est-ce que ça n'existait pas avant? Parce que maintenant, on dit toujours que la technologie supprime le lien social, mais est-ce qu'il y avait du lien social avant les technologies? Parce que le problème, semble-t-il, existait aussi avant. Ben, le lien social, Monsieur Leray, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Le lien social, on sait que c'est Internet. C'est sûr que ça donne plus de pouvoir à certaines femmes qui sont méchantes de salir le monsieur comme c'est pas possible. Mais à l'époque, avant qu'on ait Internet, Monsieur Leray, puisqu'on a fondé en 1999, parce qu'à l'époque, avec Monsieur Grimbert, j'ai fait le tour de la province. On en a récolté la preuve de l'amour et la haine. C'est suite à notre voyage autour de la province. Et on en a entendu des terribles, là. Alors, ça ne se disait pas et ça ne se parlait pas. Mais maintenant, Internet, tout est, comment dirais-je, est à découvert. Ok. Donc là, effectivement, vous aviez Monsieur Fortier de Télémag qui préparait donc des capsules pour les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs. Alors, vous dites aussi que donc il y a une analyse politique, mais non partisane. Alors, par exemple, il y a eu un colloque diversité et vulnérabilité masculine, donc par le regroupement provincial de santé et de bien-être des hommes. C'était au mois de mai 2022. Parlez-nous un peu de ce colloque. Quelles ont été les réactions à ces conférences? Écoutez, j'aime beaucoup ce colloque qui généralement a lieu une fois par année à Québec. Ce regroupement-là, c'est bien un regroupement. Il va chercher tout dans la province, tous les hommes qui, justement, s'investissent à aider leurs semblables. Cette année, j'ai participé, j'ai adoré tous les, comment dirais-je, les conférenciers qu'ils ont eus. Ça a été un A+ cette année. L'année d'avant, quelque peu déçu parce que trop nuancé. Du moment qu'on parlait de la violence faite aux hommes, il fallait naturellement aller chercher tout de suite la violence faite aux femmes. Ça m'avait énervé et je m'étais juré que cette année, ça devait bien se passer. Cette année, ils ont tablé uniquement sur ce qui se passe dans la vie des hommes. J'ai adoré. Alors ça, comment dirais-je, ce regroupement-là va chercher tous les gars qui aident les gars et je trouve ça formidable. Alors ça, j'espère qu'ils vont continuer. Du moins, on a ça de prix, là. Donc là, vous êtes partenaire de cet événement et vous y participez. Comment ça se passe? Ben, j'y participe parce que j'ai la NCQ. Alors, je suis naturellement un membre associé, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, j'y participe à chaque année. Eux, ils font leur affaire, moi, je fais la mienne parce qu'ils travaillent naturellement bien différemment de moi. Alors, c'est pour ça que je vous dis, comment je vous dirais? Chacun se mêle de ses affaires, hein, chacun a ses activités, mais je les trouve quand même, je vous avoue sincèrement, je les trouve quand même formidables. Je suis en train, excusez-moi, de me battre avec mon chat. Oui. Alors, bon, c'est ça. Et quand vous parliez aussi. Oui, tant mieux, on aime bien les chats, on aime bien les animaux, nous. Je vais la laisser passer parce que autrement, elle va me foutre le bordel. Alors, oui, justement, quand vous parliez aussi du poste de. Il faut que je vous le compte. Le poste de Télémag qui m'a fait faire cinq capsules. Et Dieu seul sait que j'ai travaillé avec mon vice-président là-dessus pour démontrer ce qui se passait avec les pensions alimentaires versées aux jeunes adultes. Ben, tenez-vous bien, je peux me permettre de vous le dire. Après que les capsules ont été faites, qu'elles furent visionnées, ben, on m'a refusé. Pourquoi? Vous n'en reviendrez pas de la réponse. Parce qu'il y avait trop de femmes dans le poste de télévision, puis, mon Dieu, le monsieur a eu peur que ça fasse des histoires. Voilà où on en est, puis ça s'est passé l'an passé. Écoutez, je n'étais pas en train de décrépir les femmes. J'étais juste en train de dire ce qui se passait avec les jeunes adultes qui étudient jusqu'à l'âge de 27 ans puis qui ils prennent des privilèges sur la maison du papa. C'est ça que j'exprimais. Je ne parlais pas du tout des femmes. Et on m'a bloqué parce qu'on me disait qu'il y avait trop de femmes à cet endroit-là et que ça créerait des problèmes. Ben, c'est là où on en est en 2023. Mais ce que je trouve dommage, et ça, on le voit bien, nous, avec les plateformes Lux Media, c'est-à-dire que le débat fait peur. C'est-à-dire Oui. il faut absolument être soit d'un bord ou soit d'un autre, Oui. mais on ne peut pas débattre et exprimer comme avec Gilles Proulx, on a parlé avec André Pitt, on a reçu beaucoup de censure. Alors, quand ça concernait les médias sociaux, donc Lux Media, personne ne bouge, mais depuis quelques mois,
On voit que Facebook bloque tous les articles d'actualité. Et là, les journalistes commencent à dire, mais quand même, la censure, il faudrait que ça soit pour tout le monde. Hein. Ben voilà. Tiens. Mais ils ne bougent Voilà. pas ils bougent pas quand ça nous concerne, mais par contre, là, il faudrait qu'on bouge pour eux. Alors, Absolument. non, je pense que le débat est important et ça fait partie des enjeux de la démocratie. Et je pense que moins de débat, moins de démocratie. Donc le Québec est en une situation, quand même, on peut le dire, en difficulté. Au niveau fédéral aussi, on voit bien avec Trudeau, qui est un incapable et vraiment une maladresse incroyable, la façon dont il gère. Monsieur Leray, au début, je n'ai jamais pu, à cause du nom de mon association, obtenir un rendez-vous avec lui à Montréal. J'ai fait des téléphones, j'ai envoyé des lettres. Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour avoir un rendez-vous, pour présenter mon association. J'en ai jamais eu. Et j'ai jamais été capable d'avoir une réponse pourquoi je n'arrivais pas à avoir un rendez-vous avec M. Trudeau avant qu'il devienne premier ministre. C'est pas compliqué. J'étais sur la liste noire parce que je parlais de quoi? Je parlais des hommes. Alors moi, j'ai été blackboulée tout de suite dès le début, puis ça a été fini. J'ai jamais été capable de replacer un mot à cet endroit-là. Il y a toujours de l'argent pour payer les médias. Vous savez, Absolument. les subventions annuelles, on parle de milliards de dollars. Ça, il n'y a pas de problème. Ça. Mais bon, ça ne va pas empêcher de foutre en l'air les relations avec l'Inde, d'inviter un nazi à l'Assemblée nationale. Non, mais ça, on a l'impression vraiment que c'est un incompétent, qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quoi. En tout cas. Alors, justement, analyse politique non partisane, on voit bien, vous essayez d'être le plus objectif possible en disant, en vous occupant de ceux qui vous font appel à vous, tout simplement, sans parler de leur religion, leur couleur, etc. Donc c'est important de souligner ça aussi. Hein, je le dis en passant, ces cas-ci, j'ai travaillé sur des cas avec des gens qui venaient du Maroc, de l'Égypte. Et écoutez, ça a été extrêmement compliqué parce que, je ne sais pas si les Québécois sont racistes, je pose la question à tout le monde, mais laissez-moi vous dire que la petite Madame Bilodeau qui défend un Arabe, à vous aider. Alors oui, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais, mais ça a été extrêmement difficile. Heureusement que j'avais ma petite équipe qui a aidé vraiment ce jeune papa-là. Parce que vous savez, Monsieur Leray, on voit plus loin, nous. Quand un jeune papa dort dans la rue, nous, on lui trouve un logement, on lui trouve des meubles. Alors le dernier, j'ai meublé son appartement parce qu'il devait recevoir ses enfants et la DPJ devait passer. Donc, je me suis empressée d'acheter les matelas, d'acheter tout ce qu'il fallait. Alors, on fait ça aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis oui, je ne suis pas fermée à aider que les Québécois j'aide, peu importe la religion, peu importe l'endroit d'où vous venez, vous allez toujours avoir un regard attentif de ma part. Tout à fait. Alors, vous utilisez justement Facebook, le site Internet, pour justement, je suis abonné à votre lettre, donc je sais que je reçois souvent des appels en disant si vous avez des meubles, si vous avez... Oui, justement. Non, c'est OK, mais c'est justement, c'est important de montrer que vous essayez d'utiliser aussi les médias sociaux et dans un intérêt de solidarité. Voilà. Absolument. Donc ça peut être positif, c'est pas seulement négatif, parce qu'on parle toujours de le côté négatif des médias sociaux et des réseaux qui l'utilisent, mais l'aspect communautaire, ça peut être aussi un aspect de... Voilà, tout à fait. Alors, pour finir, parce que malheureusement, on ne peut pas tout aborder, mais vous élaborez, vous contribuez aussi à des plateformes de revendication. Donc, vous avez participé, par exemple, Canadian Association Equality Zoom conférence, le 23 juin 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette... alors, il y a aussi d'autres... il y a la participation à une sorte de pétition. L'invitation de l'UQAM à participer sur une recherche des pairs au foyer au Québec, la réalité des pairs au Québec, donc là où il y a aussi les liens avec l'université. Donc si vous pouviez nous faire quelques mots là sur ces... En quelques mots, avant qu'on se laisse, cette année encore, on va bisser, c'est-à-dire que mon vice-président va se rendre à Toronto en octobre parce que c'est une énorme conférence mondiale sur justement le sort des hommes. Je suis toujours très touchée parce que les provinces, M. Leray, les provinces anglophones sont plus avancées que nous concernant la situation des hommes. C'est pour ça que je tenais absolument à ce que mon vice-président fait partie de ce groupement-là. Et non seulement il fait partie de ce groupement-là, mais il est dans les hautes échelles. Alors, je trouve ça extraordinaire que le Québec soit représenté. Enfin, on existe. Mais comme je vous dis, on est en arrière de tout. Le Québec n'en parle pas de ces hommes en général. Allez voir dans les autres provinces. Ils ont des organisations, ils ont des conférences, ils ont plein de trucs pour retrouver les hommes en difficulté. À Québec, on tire le diable par la queue
5, 6 petites associations, y compris la mienne. Alors, du côté de Toronto, c'est un bonheur que de faire partie d'eux autres. C'est un bonheur que d'aller chercher de l'information. C'est des conférences absolument époustouflantes, des hommes qui viennent de la Corée du Sud, tenez-vous bien, des hommes qui viennent bien sûr de l'Australie, qui vivent des problèmes comme les nôtres ici au Canada. J'ai trouvé ça fantastique. Alors, on y va encore cette année. Et justement, comme je vous dis, c'est notre façon de présenter, comme je vous dis, il n'y a rien pour le Canada, le Québec. Alors, c'est notre façon de représenter le Québec concernant la situation masculine, la condition masculine, la situation des pères au Québec. C'est notre présence, ça. Donc, cette année, on y va encore et on aura, bien sûr, à la toute fin, je vous laisserai en parler, la 7e édition de la Journée internationale de l'homme avec, bien sûr, notre conférencier extraordinaire, Dave Morissette. OK, Dave Morissette. Alors, je rappelle quand même que vous avez aussi participé à des consultations, des pétitions à la Chambre des communes réunies au Parlement, pour disons, soutenir la pétition E3014, je la cite, oui. Au cas où les gens voudraient... donc, ça a été déposé par le député Alexandre Bouleris, oui. de Rosemont-la-Petite-Patrie, caucus Nouveau Parti démocrate. Donc, on voit bien que c'est ouvert au niveau politique, hein, parce que les drames que les gens vivent en séparant, ça concerne tout le monde. Hein. Tout le monde, alors, effectivement. Vous parliez du rayonnement effectivement international et canadien. Est-ce que comment vous participez à la journée de l'homme? Est-ce que vous avez bon, il y a le conférencier Dave Morissette, mais est-ce que vous appelez vos membres à y aller? Comment ça se passe? Ou il y a une possibilité de suivre en ligne? Non, on ne peut pas parce que mes conférenciers à venir jusqu'à date ne veulent pas que on fasse justement suivre en ligne pour la simple et bonne raison que quand tu suis en ligne, M. Leray, j'aurai pas 50 personnes à l'hôtel. Je vais diminuer de moitié tout simplement les gens qui vont être invités parce qu'ils vont rester à la maison puis tout doit être beau. Alors moi, je veux que les gens se déplacent. Pourquoi, M. Leray? Quand mes hommes sont en difficulté et qu'ils viennent avec leur nouvelle conjointe et qu'ils se rencontrent entre eux, ça permet de comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls sur la planète là, qui vivent ça. Ça permet de comprendre qu'ils peuvent s'en sortir aussi. Alors moi, je tiens beaucoup à ces rencontres-là entre eux physiquement pour aller chercher, bien sûr, parce que j'en ai qui se rencontrent après, pour aller chercher, comment dirais-je, une certaine convivialité, un échange. Et pourquoi pas se voir, c'est ce qu'ils se disent. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi, je tiens particulièrement, d'ailleurs, on l'annonce à la radio, j'envoie les invitations suffisamment d'avance pour qu'ils puissent retenir à leur agenda. Et moi, je tiens personnellement aussi à voir ces gens-là, parce que j'ai toujours un président d'honneur. Justement, mon député l'année passée, non seulement a été mon président d'honneur, M. Asselin, mais M. Asselin, M. Leray a tenu toute l'après-midi avec nous. Alors, il a pu échanger de vive voix avec ces pères-là, puis voir que ce n'était pas juste dans la tête de Mme Bilodeau ce qui se passait. Donc, voyez-vous, ce genre de rencontre-là, pour moi, ça fidélise vraiment le fait de faire partie de la NCQ. Alors, très bien. On va conclure par les coordonnées pour qu'on puisse vous joindre. C'est important parce que on vous reçoit ici pour soutenir votre démarche, hein, mais on reçoit toutes les associations. Donc, il y a le site internet www.ancqc.ca. Donc là, on peut aller. Il y a aussi une page Facebook. Absolument, au nom de Lise Bilodeau. Vous allez facilement me retrouver. Alors, l'adresse officielle, c'est bien 24-25 boulevard Bastien, suite 104, à Québec. Oui. G2B, 1B3. Absolument. Y a-t-il un téléphone? Oui, c'est le 88. Le 407-4447. Et n'oubliez pas, M. Leray, que tous ces gens qui vont m'entendre, les dons sont toujours les bienvenus, du plus petit don au plus grand don. Vous venez de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, on va aider au papa à se meubler. On va l'empêcher de dormir dans les granges à l'île d'Orléans. On va lui donner des sous pour acheter chez Métro ou acheter chez IGA de la bouffe. C'est ce que votre argent sert. Parce que, M. Leray, la subvention du gouvernement, on m'a bien avisé, ce n'est pas pour éponger les larmes des hommes, c'est ce que le fonctionnaire du gouvernement m'a dit. Alors, la subvention sert uniquement à payer le local où je vais recevoir mes clientèles. Donc, c'est pour ça que je demande encore aux gens d'adhérer, allez sur notre site web, devenez membre, ou tout simplement donnez-nous un don. C'est judicieusement, comment dirais-je, bien dépensé, ne vous inquiétez pas. Et vous n'avez pas idée comment est-ce qu'on aide les papas à ne pas faire de bêtises, juste en payant parfois l'essence qu'il faut pour aller voir les enfants à Saint-Jérôme.
Alors, il y a aussi le côté humain de l'accueil, parce qu'on a une secrétaire qui participe au travail de la réception, des entrées informatiques, etc. Puis il y a aussi Louise Ferland. Parlez-nous un peu des personnes qui sont au bureau et qui vont accueillir les gens qui vont éventuellement les appeler ou venir vous voir. Louise Ferland est une technicienne, tout simplement, comment je dirais-je, concernant les chiffres, là, c'est elle qui nous aide parce que, bon, c'est de la paperasse, toutes les sous-prêts sont rentrés sur Internet. Alors, c'est une technicienne, tout simplement, pour aider mon trésorier à bien faire les documents parce que vous savez que la SAC, le SACEI, dis-je pas la SAC, le SACEI, c'est eux qui nous donnent la subvention. Ben, c'est au poil près, hein? Alors, à ce moment-là, on a une technicienne là, qui nous aide à remplir tous nos documents pour qu'on soit bien clean vis-à-vis notre pourvoyeur. Alors, parlez-nous de cette reconnaissance importante qui semble importante. Le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales vous a reconnu en 2021. Qu'est-ce que ça implique? Ben, le fait qu'ils nous ont reconnus, c'est qu'ils ont finalement reconnu qu'on défendait des droits. Et ça a mis du temps parce qu'on ne pouvait pas m'aider parce que le bureau était à la maison. Et moi, je ne pouvais pas déménager parce que j'en avais pas les sous non plus. Finalement, ils ont mis 3 ans. J'ai travaillé 3 ans, Monsieur Leray, je ne vous mens pas, dans toutes sortes de documents qui nous faisaient parvenir. Puis finalement, j'ai engagé quelqu'un et là, on a réussi à bien compléter ces documents-là, à faire valoir qui on était après 24 ans. Et là, on a eu la subvention qui m'a permis d'aménager dans un local mes 45 boîtes et mes 24 ans de service. Alors, ça fait toute la différence, vous savez, d'être capable de recevoir, M. Leray, les gens, pas chez moi, mais dans un local. Ça donne une autre intimité, mais ça me donne aussi une autre sécurité. Alors, le SACEI pourvoit, pas seulement à moi, mais à d'autres, bien sûr, organisations, des subventions, quand ils jugent que c'est approprié. Alors, je vous rappelle que le prochain rendez-vous important, c'est la Journée internationale de l'homme, le 18 novembre. Ça sera où, en fait? C'est à Québec, sur le boulevard Pierre-Bertrand. J'ai pas le nom de l'hôtel, là, mais je vais afficher ça facilement. Et quand les gens, écoutez, Monsieur Leray, les gens peuvent m'écrire ANCQ avec 1999, ANCQ 1999 à commercial-vidéotron.ca et je leur donnerai le nom de l'hôtel et je leur donnerai le numéro de porte à ce moment-là. Donc, je rappelle, vous êtes l'auteur aussi de L'amour et la haine avec Pierre Grimbert. Absolument. Et donc, c'est quelle édition? Quelle maison d'édition? ADA, c'est ADA qui était notre éditeur à ce moment-là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Lise Bilodeau, de nous avoir accordé un moment de votre temps. Merci. Vous êtes à Québec, donc nous, on est à Montréal, mais vous voyez que ça concerne tous les couples. Alors, on espère que vous allez pouvoir vous développer maintenant que vous êtes reconnu comme un intérêt public. Parfait. Mais nous, on le savait depuis longtemps. Ah oui, je sais. Ben, écoutez, je ne fais pas que la clientèle de Québec. J'ai des gens, mais j'ai des gens qui viennent me voir de Longueuil, j'ai des gens qui viennent de me voir de Montréal et en dehors de Montréal. Ils ne se gênent pas de descendre à Québec pour me rencontrer. J'en ai eu un de Gaspé cette année. Pensez-y, là. Et il est venu me voir 2 fois. Alors, je pense que ça parle même qu'à quelque part là, on est utile et ça vaut la peine qu'on existe, M. Leray. Et je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir. Donc, je rappelle qu'on était avec Lise Bilodeau, directrice générale de l'ANCQ, donc Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.